c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, au micro du podcast de la loose, on reçoit Chloé Chénet, et qui combine deux expertises, Pinterest et le blog, pour aider vous, entrepreneurs et entrepreneuses, à construire une présence en ligne à long terme, pérenniser leur activité avec une alternative aux réseaux sociaux. Chloé, elle propose des programmes en ligne, ainsi que des services en Pinterest Management, et tient le blog des mots et du thé avec sa newsletter hebdomadaire. Chloé, comment vas-tu ? Eh ben bonjour déjà, et ça va bien, merci. Je suis ravie d'être ici et de venir discuter avec vous. Et on est aussi ravis de t'accueillir, mais avant de commencer l'épisode, vous en avez l'habitude maintenant, on a toujours notre petit jeu de questions-réponses, donc je vais te poser une série de 10 questions, tu réponds soit par oui, soit par non. Est-ce que tu es prête ? Prête. Alors, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions sur Instagram et obtenu 0 réponse ? Oui, et j'ai même posé une boîte à questions et j'ai oublié d'aller voir s'il y avait des réponses. Je crois que ça arrive aussi. Plus fréquemment qu'on ne le pense d'ailleurs. Ok, est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, un article de blog, un post, peu importe ? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? Alors, détester, pas à ce point-là, mais jalouser et envier complètement, ouais. On veut des noms. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui. Est-ce que tu as déjà pleuré dans le cadre de ton activité ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie, un recrutement, peu importe ? Ah ouais, j'ai fait de la pub sans trop de stratégie, donc j'ai pas perdu beaucoup parce que j'ai pas investi beaucoup, mais bon, du coup, quand même pas eu des retombées, quoi. Logique. Ok, dernière question. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi ? Non. Beaucoup plus qu'avant. Ouais. Mais forcément, il y a des petits moments de passage à vide pour tout le monde, je crois. Ouais. Mais c'est bien de remarquer, ne serait-ce que plus qu'avant quand même, que ça évolue et que ça évolue dans le bon sens. Donc on ne le fait pas assez. C'est clair. C'est clair, des fois on se concentre trop sur tout de suite ça va pas et on se dit pas ouais mais quand même, pas mieux qu'avant. Va mieux, ouais c'est ça. Du coup toi Chloé, tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing dans les années 2010. À l'époque, pour la micro-entreprise, le freelancing, c'était un petit peu obscur, ou en tout cas, on n'avait pas autant d'informations que maintenant sur le sujet. Donc, tes premières expériences, ça a été un petit peu flou, ça a été un petit peu compliqué d'aller les chercher, et même de savoir par où commencer. Et ce qui tombait plutôt bien quand même, c'est que tu as des amis qui ont lancé en même temps leur propre entreprise, et tu t'es dit, pourquoi pas déjà les aider, et ensuite m'associer à eux, donc pour avoir une expérience, ne serait-ce que ça. Et puis en plus, entre amis, ça peut toujours être sympa. Bon, ça c'est sur le papier. Dans la réalité des faits, il y a eu quelques petits accrochages, quelques petites sorties de parcours. La relation s'est un petit peu effritée après plus de 7 ans de travail ensemble quand même. Et bon, vous avez mis fin à cette collaboration au bout de ces 7 années. Donc, on va parler de ça aujourd'hui parce que c'est ce qui nous intéresse, que finalement, s'associer avec des amis, qu'est-ce que ça donne pendant et après aussi, ça a été quoi les conséquences après sur toi, sur ton professionnel, sur ton personnel. Mais avant qu'on aille plus au fond dans ce sujet, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement, c'était quoi le contexte de cette association ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé au début pour te dire, on s'associe, où t'en étais à ce moment-là, etc. Eh ben, t'as fait un bon résumé et ouais, comme tu dis, le contexte, il est important parce que donc moi, ça faisait pas longtemps, 1 an et demi que j'avais créé ma micro, purement parce que on m'en a donné l'opportunité. Je cherchais un job salarié et on m'a proposé des missions de freelancing, donc
j'ai dit oui. Au final, ça me plaisait l'idée de travailler de chez moi et tout ça. Mais j'avais du coup pas de direction. Enfin, j'étais paumée aussi bien professionnellement que personnellement d'ailleurs. Et donc là, mes amis arrivent avec un projet, eux, beaucoup plus abouti et qu'en plus me plaisait, me parlait vraiment. Et moi, j'étais rédactrice. Il y avait besoin de faire de la rédaction. On était très proches. Naturellement, je leur ai donné un coup de main. À vrai dire, je sais même plus si c'est moi qui leur ai proposé, si c'est eux qui m'ont demandé, si ça s'est fait naturellement. Et en fait, tout de suite, c'est devenu quelque chose de régulier. Ils m'ont très rapidement proposé de me payer, même s'ils pouvaient pas me payer beaucoup, parce qu'ils voulaient pas que je travaille gratuitement. Donc ça commençait bien. Et au bout d'un an, ils ont transformé leur micro en entreprise plus classique et ils m'ont proposé du coup de m'associer avec eux. Bon, ils m'ont proposé que 4% des parts de l'entreprise, ce qui est pas énorme et ce qui aurait pu être OK, parce que pourquoi pas, après tout. Mais je pense que voilà, le premier problème en fait était là, c'est que le fait d'être associée, je me suis beaucoup investie tout de suite, trop, et pas à hauteur de ma place en fait dans l'entreprise. Dans l'entreprise, quoi. Quand on est à 4%, on travaille pas gratuitement, on doit être payé. Donc j'étais quand même payée parce que j'étais toujours, j'étais freelance pour la boîte, mais j'étais payée à prix d'amis, quoi. Et alors petit à petit, ça s'est quand même un peu amélioré. Je suis allée me replonger dans mes factures et tout de toutes ces années pour voir concrètement et pas me baser que sur mes souvenirs. Donc, je peux dire que je suis pas restée au même tarif du début tout du long. Ça a évolué et j'ai aussi pris en main de nouvelles tâches. Donc, du coup, j'ai été payée un peu plus, mais j'ai aussi travaillé un peu plus. Et petit à petit, en fait, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Mais ce que ça me rapportait n'était pas du tout aligné avec la place que ça prenait. Et en fait, voilà, que 4% dans la boîte. Donc, c'était pas mon projet à moi. Ça n'avait pas à prendre toute cette place parce que du coup, pendant ce temps-là, moi, je développais pas assez de choses qui m'appartenaient à moi vraiment, quoi. Mais bon, il y avait toute cette idée de on construit un truc cool, on construit la boîte de nos rêves. Un jour, on sera tous salariés de la boîte et ça va être génial. Donc ça m'a tenue pendant un moment, cette idée, et ça a fait aussi que du coup, je me suis trop investie. Et puis après, petit à petit, ça s'est un peu effrité. Déjà, quand il y a eu l'opportunité de salarier quelqu'un, c'est pas moi qu'on a salarié, c'est la sœur de la fille de mon couple d'amis, donc qui n'avait aucun rapport avec la boîte. Donc déjà, ça faisait pas plusieurs années qu'elle travaillait sur le truc, elle arrivait, elle était salariée. Donc déjà, ça n'avait pas trop de sens, mais bon, sur le coup, tu trouves toujours des excuses, et surtout quand tu travailles avec tes amis, tu trouves des millions d'excuses, et les explications qu'on te donne sont toujours correctes et fondées. Enfin, moi, je les remettais pas en question puisque voilà, mes amis, ils vont pas me raconter n'importe quoi, quoi. Et donc voilà. Mais bon, moi à ce moment-là, je me suis dit, c'est que ça tourne bien, ça va s'améliorer pour nous tous dans le futur. C'est mon tour, c'est leur tour, c'est voilà, on continue, on construit la boîte de nos rêves. Sauf qu'en fait, plus tard, quand moi j'ai été en galère, épuisée, et que j'ai dit il faut me salarier, là en fait ça va plus pour moi, quoi. On m'a dit que c'était pas possible. Et voilà, ça a fait déjà un premier coup un petit peu dur. Et puis après, il y a eu plein d'autres petites choses aussi. Par exemple, je rédigeais des fiches produits pour un tarif très bas et on m'a demandé de baisser mon tarif parce qu'un robot allait pouvoir automatiser une partie de la rédaction. Et on m'a dit, faudrait juste rédiger l'introduction. Du coup, c'est quoi ton tarif pour que l'intro? Et là, j'ai dit, mais en fait, mon tarif pour la fiche produit, il est déjà bas pour que l'intro, en fait. Donc, je peux pas faire moins, là. Je peux pas travailler complètement gratuitement. C'est pas possible. Et en fait, face à ça, il n'y a pas eu de compréhension. Là, le résultat, ça a été que j'ai arrêté de faire cette tâche tout de suite et que quelqu'un d'autre est venu la faire à ma place, quoi. Je ne sais pas comment cette personne était payée. Et voilà, quoi. Et puis, donc voilà, il y a toutes ces petites choses. Je me sentais aussi exclue des trucs un peu cool, quoi. Genre, ils sont partis
aller à un salon professionnel à Londres, j'ai appris qu'ils étaient partis via un ami commun. Ils m'ont même pas dit en fait qu'ils partaient quoi. Alors qu'en plus c'est un truc dont on avait parlé ensemble au début de la boîte. C'était un peu trop cool. Un jour on ira. Moi, j'aurais pu comprendre qu'il n'y avait pas le budget de payer trois billets d'avion, de chambre d'hôtel et tout, mais on me l'a même pas dit en fait. Et alors, il y a eu quand même eu des choses bien aussi. Hein. On a eu plein de projets cool, et notamment, c'est avec eux que, ça a été mes premiers clients en gestion Pinterest, parce que c'est quand j'étais à la fin de ce projet que j'ai commencé à utiliser Pinterest pour mon propre blog, que j'ai vu que c'était super et que j'aurais proposé de le mettre en place pour l'entreprise. Là, ça commençait à aller un petit peu mieux. J'ai eu un tarif qui n'est pas celui que j'appliquerais aujourd'hui pour de la gestion Pinterest, mais pour un premier client sur quelque chose que je commençais depuis quelques mois, c'était correct. Sauf que, en fait, 6 mois après ça, on m'a dit de tout arrêter quasiment du jour au lendemain. En fait, hein, on m'a dit faut qu'on se parle. Et quand on s'est parlé, on m'a dit tu arrêtes tout ce que tu fais. Et ce qui représentait des factures à peu près de 600 € par mois, en fait, pour moi quand même, quoi, que j'ai dû arrêter immédiatement. Et après ça, du coup, j'ai arrêté complètement de travailler pour la boîte. J'allais plus du tout au bureau, même dans notre vie personnelle. Je sais plus si on s'est vu, mais à peine, sûrement. En tout cas, on n'avait plus de relation amicale. Et quelques mois après, je leur ai proposé qu'ils rachètent mes parts pour mettre moi tout ça derrière moi. Et voilà, à peu près les grandes lignes, quoi. Oui, comme on l'a spécifié, cette association, elle a duré quand même 7 ans. Donc tout ce que tu énumères, ça s'est passé progressivement au fil des années. Moi, j'aimerais bien revenir sur les débuts. Donc tu disais que tu t'étais lancé en freelancing depuis un an et demi et quelques. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà des clients hormis tes amis associés, ou est-ce que tu as basé, entre guillemets, la majorité de ton activité sur ce partenariat avec eux? Non, j'avais déjà des clients. Parce que du coup, j'ai lancé ma micro quand on m'a proposé des missions qui étaient encore en cours quand j'ai commencé à travailler avec eux. Donc, c'était pas juste mon seul client. Je pense que ça ne l'a jamais vraiment été. Il faudrait que je me replonge dans le détail, mais il y a sûrement eu des mois où j'ai travaillé que pour eux. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même toujours eu pas beaucoup de clients, mais il y avait toujours 1, 2, 3 clients en plus en parallèle. Mais c'était pas non plus des missions super. C'était du truc alimentaire, quoi, hein, qu'on m'a proposé. J'avais pas du tout, moi, de stratégie d'aller chercher des clients. J'avais même pas, à part je peux faire de la rédaction, voilà, et je connais un peu le SEO. Ça s'arrêtait là, quoi. Mais mon projet professionnel, donc c'était pas. Même d'ailleurs sur mon premier site web, j'ai écrit en pensant que c'était une qualité, que j'étais capable de m'adapter à toutes les thématiques et d'écrire sur tout. Alors que maintenant, avec le recul, je fais, c'était pas une qualité, meuf. Ouais, tu t'es lancé un petit peu la fleur au fusil parce que voilà, il y a eu 2-3 opportunités. Ouais. Du coup, j'ai dit pourquoi pas, on va y aller, mais sans business plan, sans objectif, sans stratégie, sans rien du tout. Mais tout ça, je savais, enfin, j'en étais même pas consciente qu'il fallait faire tout ça, je pense, quoi. Surtout en freelance. C'est pas vraiment une entreprise. Voilà. Ouais. On sait que c'est faux en 2025. Puis à l'époque, c'était peut-être pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui, effectivement, et du coup, il y avait peut-être moins de ressources, moins de conseils, de blogs sur le sujet, ou que sais-je. Il n'y avait pas d'informations, enfin il y en avait sûrement un peu, mais si peu en fait, quoi. Enfin c'était, même Instagram, ça débutait tout juste, quoi. Donc les gens ils postaient pas des conseils business, hein. Et ouais, c'était vraiment les débuts, et c'était dur de trouver l'info et de savoir ce qu'il fallait faire quand tu partais de zéro, quoi, que tu sais pas, que t'avais pas et qu'en plus j'avais pas vraiment d'objectif de base, quoi. Oui, donc dans le contexte dans lequel tu étais, en fait, l'association avec ton couple d'amis, ça s'est avéré comme la solution qui pourrait t'apporter, voilà, plus d'argent sur du long terme, vraiment le truc parfait, le truc rêvé, quoi. Bah oui, c'est ça, quoi. Et puis en plus, ça me donnait de la direction, quoi. Il y avait un projet, il y avait un truc concret. J'étais pas toute seule.
Voilà, ça répondait aux besoins dont j'étais pas vraiment consciente d'avoir, mais ça venait remplir un vide qui avait besoin d'être rempli, quoi. OK et du coup, comme c'est tes amis qui te proposent, bon, j'imagine vous avez cadré un petit peu, enfin tu dis: «J'ai eu des parts dans l'entreprise», comment ça a été cadré ça? Et on en a un peu parlé, mais du coup, tu as fait confiance très, très rapidement à 100. Est-ce que tu as l'impression que justement il y a des choses qui sont un peu passées sous le tapis ou, ouais, on verra bien parce que justement c'était des amis et que, bah, comme tu l'as dit à un moment donné, bah, c'est mes amis, ils vont quand même pas me la mettre à l'envers, mais enfin voilà, ils vont quand même pas me mettre de côté, donc c'est bizarre. Donc est-ce que tu penses, avec le recul toujours, parce qu'évidemment, quoique peut-être tu le savais, au fond de toi à ce moment-là, mais que, tu as squeezé, voilà, quelques petites choses parce que totale confiance en tes amis? Alors ouais, c'est sûr que j'étais en totale confiance. Je pense que toute la partie, association, tout ça, ça s'est fait tout à fait dans les règles de l'art. Il y a des papiers qui ont été signés, il y avait, un comptable, quelqu'un qui maîtrisait bien la création d'entreprise et tout. Là, j'ai jamais eu l'impression de me faire entuber, si on veut. On aurait pu, je pense, me proposer peut-être plus que 4%, mais sur le moment, les explications qu'ils m'ont données m'allaient tout à fait. Et voilà, comme je disais au début, le problème n'est pas forcément les 4%, mais l'investissement personnel et qui a été fait ensuite, après, quoi. Et après, en fait, j'oscille un peu, j'ai des moments où je me dis: «Bon, bah, c'était pas facile pour eux non plus, ils géraient une entreprise, ils savaient pas forcément encore, comment faire, ça leur faisait aussi un gros stress, est-ce que ça va marcher? Ils ont besoin que ça marche. Eux aussi, ils galéraient financièrement, donc d'un côté, je me dis: «Bon, voilà, tout ça fait que peut-être ils ont parfois eu les mauvaises, réactions ou des choses comme ça» et d'un côté, j'ai des moments où je me dis: «Non, mais quand même, heu» bon, je veux bien que des fois on fait des erreurs, mais il y a des trucs, enfin le coup de salarier quelqu'un d'autre, le coup de me dire, on te remplace par un robot, le coup de me dire on arrête tout immédiatement, tout de suite, heu, sans sans faire venir le truc et tout et d'un coup tu te retrouves, sans, une ressource, enfin une source de revenus qui était quand même, importante quand tu gagnes pas beaucoup de sous quoi et ça ils en étaient conscients de ma situation et en plus, quand on parlait de ces problématiques, il y avait un discours très, «On est dans le même bateau, c'est dur pour nous aussi» et c'est là quand je repense à ça, je me dis, un peu de la manipulation quoi, parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans le même bateau. On n'a pas le même nombre de parts déjà, on n'a pas la même situation, personnelle, aussi. Donc on n'est pas dans le même bateau, donc on peut pas comparer nos situations, pour me convaincre de moins me payer, quoi. C'est pas possible. Oui, puis c'est ce que j'allais dire. Est-ce que justement vous en parliez de ces situations où c'était un petit peu, bah, voilà, toi tu sentais que c'était complexe ou alors quand ils t'ont dit, bah, on a salarié, machine, voilà, un peu sorti du chapeau ou quand ils t'ont dit: «Bah, on arrête du jour au lendemain». Enfin, est-ce que tout ça, il y a eu des bon, tu dis qu'il y en a pas eu, mais est-ce que vous avez échangé par rapport à tout ça ou est-ce que c'était toujours ce discours un peu, qu'on est dans le même bateau, ou un On peu a un peu parlé et parfois on a eu de vraies consciences qu'il y avait des conflits et on a discuté et ça s'est arrangé. Mais, je pense qu'on n'en a pas parlé, suffisamment. Je pense que moi aussi, j'ai un peu un problème de gestion de conflit, que ça va sûrement mieux aujourd'hui, mais qu'à à l'époque particulièrement, aller voir quelqu'un pour lui dire, «Tu me prends un petit peu pour une quiche», c'était un peu au-dessus de mes forces, quoi. Donc on a eu quand même, des discussions, mais moi ça me donnait plus l'impression sur le moment pas forcément, mais quand j'y repense avec le recul, je me dis: «Mais en fait ça allait dans le mur ces trucs» parce que, voilà on me dit, «Bah, on va te payer faut qu'on te paye moins, c'est quoi ton nouveau tarif?» et que je dis, «Bah, non mais en fait c'est pas possible pour moi là, enfin c'est vraiment financièrement, catastrophique de moins me payer, c'est pas possible». Heu
derrière, c'est pas ah bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire et tout, c'est bah t'arrêtes de faire ce truc-là tout de suite, quoi. C'est pas une solution pour moi, tu vois. Ça, c'est pas un échange et un dialogue, même s'il y a eu une conversation, on n'est pas dans une vraie communication et de l'empathie et dans le respect, quoi. Et justement, en tant qu'associé, est-ce que toi, tu avais un droit de regard sur la partie peut-être financière de l'entreprise? Parce que, bon, ok, 4%, c'est peut-être peu par rapport à eux, mais techniquement, vous êtes censé avoir soit des AG, soit des réunions de direction, des choses comme ça, pour prendre les grandes décisions, pour peut-être acter sur qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as eu ces informations-là, ou ils t'ont aussi mis à l'écart sur ce genre de rendez-vous? Non, là c'était fait correctement. J'allais aux AG tous les ans et je touchais mes dividendes tous les ans. Mais bon, c'était très cool de toucher les dividendes. C'était pas à la hauteur forcément du travail fourni, mais j'allais aux AG et je repartais avec mon petit fascicule avec toutes les infos. Après, là. Ma faute aussi, hein. J'ai feuilleté les trucs, je suis pas allée creuser plus que là. Je prenais pas les grosses décisions et les décisions avec l'argent et tout, je savais pas trop le détail. J'avais du coup le truc de l'AG, mais ça me parlait pas plus que ça. Donc en fait, j'en faisais pas grand chose. Et puis après, voilà, moi je prenais pas les décisions. Les décisions que je prenais, c'était quel article on va publier sur le blog et qu'est-ce qu'on va mettre sur la page Facebook, quoi. Ça s'arrêtait un peu là, mes décisions. Ouais, et est-ce que tu regrettes du coup de peut-être pas avoir plus mis le nez dans ces documents, de pas plus t'être intéressé au sujet chaud du moment, ou si entre guillemets c'était à refaire, tu referais un petit peu la même chose? Non, si c'était à refaire, je verrais deux cas possibles. Soit, ok, j'investis pour te donner un coup de pouce ou pour me remercier parce que au début j'ai fait un truc sympa, donc tu me donnes 2-3%, voilà, et après je touche mes dividendes et basta, mais j'en fais pas beaucoup plus. Ou soit, on est associés, quoi, en fait, et du coup, là, si je m'associe avec quelqu'un aujourd'hui, je veux vraiment m'y intéresser et je veux aussi faire en sorte qu'on soit à égalité, parce que le fait d'avoir 4% ça m'envoyait pas le message, pas dans le sens où eux m'envoyaient ce message, mais je veux dire, moi dans ma tête, ça m'envoyait pas le message de me dire, tu dois t'investir, en fait, parce que non, du coup, je suis rien, quoi. Je représente rien à côté d'eux. Moi, je suis là pour, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, je suis pas importante dans le truc, quoi, puisque je suis un grain de riz. C'est dur. Ouais, Ça peut, ouais. c'est Je me violent de rends penser compte ça. tu vois, j'avais pas. Je me rends compte en 10 ans de ce que je dis, en fait. C'est pas quelque chose que j'avais forcément déjà formulé à voix haute, parce qu'on parle toujours, si j'en parle avec des amis, on va parler des détails, quoi, du truc de ils m'ont un peu viré comme une malpropre, enfin c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu quand on m'a dit de tout arrêter, mais on parle pas de ça, là. De comment tu t'es sentie Ouais. ouais, de l'image. Et sur le moment, je me disais pas bon, t'es qu'un grain de riz, tu comptes pas, quoi, hein. Pas dans un sens hyper dépréciatif, mais bon, j'y allais un peu en touriste, quoi. Ouais, tu te sentais Mais pas investie parce qu'en ouais. plus les signaux en face ne te donnaient pas cette impression en plus d'être investie. En fait, il y avait 2 choses, c'est que toi, tu t'es peut-être pas suffisamment posé de questions sur certains points, comme tu viens de nous le dire, et 2, c'est sûr que, ce qui était renvoyé aussi de te dire: «Tu arrêtes tout du jour au lendemain sans explication», tu te dis: «Bah oui, en fait, quelle place j'ai là-dedans si en fait, pourquoi je Ouais. m'investirais?» puisque de toute façon, visiblement, que je sois là ou pas, ça change pas grand-chose à l'équation, quoi. Limite, ça leur fait moins cher sur leur bilan comptable, quoi. Oui, c'est ça, tu te dis un peu, ouais, je suis juste une charge, quoi, en fait. C'est relou parce qu'il faut me payer, moi. Alors que bon, non, dans les faits, ils étaient bien contents quand même du travail que j'ai fourni. Je pense que si j'avais pas été là, il y a beaucoup de choses qu'ils auraient pas pu faire ou qu'ils auraient moins bien fait parce que, voilà, quoi. Et est-ce que tu as eu un sentiment un peu d'injustice, je dirais, de te dire: «Je me suis investie à 8000%», bon, en sachant que
tu t'es investi à fond parce que c'était tes amis et que tu t'es dit: «Allez, vas-y, j'aide un peu plus», mais est-ce que du coup, tu as quand même eu un sentiment d'injustice de te dire: «Putain, j'ai donné tout ça et ça, c'est la reconnaissance ou remerciement ou peu importe que je reçois», ou ça t'est pas passé par la tête, Si tu sais quand est-ce que j'ai eu un gros sentiment d'injustice, c'est, donc du coup, j'ai vendu mes parts. Ça m'a fait une rentrée d'argent qui était très bienvenue et c'était cool. Je me disais: «Bon, bah, voilà, au moins, heu, j'ai fait quand même une très, très, très belle plus-value», donc parce que j'ai pas investi grand-chose, hein, vraiment, au début. Donc j'ai fait vraiment une belle plus-value. Donc ça, c'était cool. Au moins, je me disais: «Bon, bah, au moins, j'en repars. C'est peut-être pas à la hauteur de tout ce que j'ai fourni, mais je repars quand même avec de la thune, c'est ça de gagner». Sauf que je n'avais pas des revenus très élevés, je touchais la prime d'activité et que les plus-values sont retirées à 100 de la prime d'activité. Donc pendant 1 an, 2 ans après, du coup, j'ai touché 0 aide de la CAF et là, le sentiment d'injustice était mais en plus, j'ai eu l'impression qu'en fait ça annulait quoi, que je perdais l'argent que j'avais gagné. Je dis: «Ah mais ça annule tout, quoi, mais en plus je me retrouve encore dans la galère 2 ans après à cause de ce truc». Là je l'ai senti, c'est là que j'ai senti l'injustice. Oui, c'est une histoire un peu sans fin, dans le sens où tu te dis, moi, je vends mes parts comme ça, je mets l'histoire derrière moi, je passe à autre chose et je rebondis, etc. Et en fait, tu te rends compte que les conséquences, elles durent même après. Alors là, on parle de l'aspect financier uniquement, mais j'imagine que d'un point de vue émotionnel ou même relationnel avec ces personnes-là, il y a aussi des conséquences qui ont découlé de cette association. Ouais, ouais, carrément, je pense que ça m'a fait perdre, en confiance en moi, qui était peut-être déjà un peu instable, de base et que, ouais, j'ai perdu confiance en moi et en mes compétences parce que, voilà, quand on dit d'un coup, d'arrêter tout ce que tu fais, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Clémentine, qu'on on te dit qu'en fait, ça peut tourner sans toi. Du coup, tu te dis: «C'est quoi la valeur de mon travail, quoi, en fait?» Et même si ça, je l'ai pas formulé comme ça, je vois bien maintenant que ça a eu cet effet-là et j'avais pas confiance et pendant longtemps, j'avais du mal à valoriser cette expérience. Alors qu'en 7 ans, j'ai géré un blog, j'ai rédigé je ne sais combien de fiches produits, j'ai lancé un compte Pinterest, j'ai animé une communauté, sur Facebook, j'ai sûrement fait d'autres trucs que là, je m'en souviens même pas et tout ça, en fait, c'est une énorme, expérience pro et je l'ai utilisé, hein, dans mon portfolio, dans de la prospection, mais mais vraiment, je l'ai utilisé que quand il fallait l'utiliser, quoi, parce que j'avais envie de m'en détacher et même, aujourd'hui, quand on me dit c'est je déteste cette question, c'est: «Ah ouais, quand est-ce que tu as créé ton entreprise?» et que je dis: «2009». Les gens sont là: «Ah ouais, ça fait super longtemps que t'es à ton compte et tout». Je fais: «Ouais, mais je fais des détours, tu sais, j'ai pas toujours eu le même projet, qu'aujourd'hui» et bon, ce qui est vrai, mais en fait, j'évite complètement la question, alors que je pourrais tout à fait dire, «Ouais, mais pendant 7 ans, j'ai beaucoup travaillé avec une entreprise et puis bon, après ça s'est arrêté, le temps de décider, ce que j'allais faire, ça a pris un peu de temps». Voilà, ça pourrait être expliqué comme ça, mais moi, je suis plutôt en mode: «Ah non, je veux pas en parler». Voilà, du coup, on en parle, là, c'est bien. Et justement, pourquoi tu veux pas en parler? Est-ce que c'est de la honte vis-à-vis de cette expérience-là? Est-ce que c'est le fait que ça a justement entaché ta confiance en toi? C'est quoi le sentiment qui t'empêche justement de t'exprimer pleinement sur cette expérience qui est quand même relativement significative? Parce que 7 ans, c'est pas rien. Mmh mh. Aujourd'hui, je pense plus que j'ai tellement de sentiments, accrochés à ça et que j'ai bien mis ça, derrière moi et que si j'évite d'en parler, c'est plus pour, c'est bon, c'est dans le passé, on n'a pas besoin, d'aller raconter et que je dis, genre j'ai fait des détours par habitude de dire ça, mais je sais que ça s'est construit sur les premières années où je pense qu'il y avait de la honte d'avoir l'impression de m'être un peu fait avoir quoi et de me dire: «Mais en fait, t'es un peu naïf quoi» et de pas vouloir, montrer ça, de pas vouloir me montrer vulnérable, alors que je peux tout à fait parler de cette expérience sans raconter, les détails négatifs et le mettre en valeur. Mais ça, je pense que je le voyais pas
Et puis, comme j'en ai souffert aussi, parce que j'ai quand même aussi perdu de très bons amis au passage, et puis de se sentir trahi par ses amis ou pas respecté par ses amis, c'est dur, quoi. C'est pas comme un client qui te dit tu coûtes trop cher, baisse ton tarif. Bon, ça fait chier parce que t'as besoin d'argent et peut-être t'aimais bien la mission, donc voilà. Mais c'est bon, tu n'accordes pas tellement d'importance à ce que pense ton client si toi c'est pas quelqu'un que tu tiens en respect, pareil. Enfin, tu respectes tes clients, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Toutes mes clientes en PLS. Non, t'as pas le même... en fait, t'as pas le même recul avec tes clientes Voilà, qu'avec tes c'est amis, ça. voilà. Donc, quand tes amis font quelque chose qui te blesse, c'est dur donc je pense que c'était lié à ça et de pas vouloir une fois que c'était fini, de pas vouloir me replonger dans les émotions aussi en utilisant cette expérience, quoi. Je pense qu'il y avait un peu de ça, ouais. Oui, il fallait te préserver, te préserver à un moment donné. Au début, ça a été ça, se préserver, faire attention parce que ça a été violent en fait comme expérience, Ouais. et comme retomber finalement sur, ta confiance et même ton financier puisque si 2 ans après, ça te bloquait un peu financièrement, c'est que ça a quand même des impacts un peu importants sur tout le reste, du pro et perso. Et justement sur ta confiance en toi, donc tu dis que ça a été impacté, mais ça s'est concrétisé, enfin, ça s'est vu comment dans la suite, de ton business je vais dire «en solo» entre guillemets, mais sans eux, quoi? Est-ce que ça t'a bloqué sur certaines choses? Est-ce que tu as vu que ça t'a freiné justement peut-être dans la prospection, pour aller chercher d'autres personnes? Comment tu vois que ça a impacté, différemment de 7 ans avant, quoi? Et alors du coup, c'est dur de comparer par rapport à 7 ans avant, vu que je ne savais pas faire de la prospection et que bon, c'est toujours pas mon point le plus fort dans l'entrepreneuriat. Mais je crois qu'on est nombreuses, dans ce panier-là. Et voilà, donc je peux pas comparer vraiment à avant parce qu'avant j'étais tellement une bébé entrepreneuse qui savait rien, qui comprenait rien à ce qu'il fallait faire, que du coup c'est dur de dire c'était pas pire avant. Au final, après cette expérience, c'était quand même mieux qu'avant parce que j'avais quand même déjà plus d'expérience et je savais faire plus de choses. Mais voilà, ouais, je pense que donc déjà là, ce qu'on disait de mettre en valeur cette expérience, c'est quelque chose qui a été difficile, donc ça m'a forcément pas servi parce que quand tu as une expérience qui est derrière toi et que tu n'arrives pas à la mettre en valeur, ça t'aide pas trop à aller trouver d'autres projets. Je pense qu'aussi dans le fait de fixer mes prix, tout ça, je me suis beaucoup dévalorisée et j'ai eu trop tendance à fixer des prix trop bas longtemps, quoi. Et parce que quand tu es habitué à travailler pas cher, tout est mieux, quoi. Et puis, quand tu es habitué à ce qu'on te demande de baisser tes tarifs ou que, voilà, il y aurait quelque chose de mieux après tu te dis pas: «On peut me payer mieux», quoi. C'est un peu inconscient, mais c'est dur de passer de «on paye pas très bien» à «on me paye vachement bien». Et puis aussi il y a un peu ce truc de en fait, quand j'ai commencé à avoir des, mmh, des missions, enfin, dans le cadre de cette entreprise qui était payée un peu mieux, genre la gestion de Pinterest, c'était mieux, mais c'est là, en fait, que ça s'est arrêté du jour au lendemain, tout d'un coup. Donc, ce truc de, en fait, si c'est trop cher, on va pas me garder, tout ça, ça m'a mis un peu de temps avant de faire le voilà, le chemin dans ma tête de comprendre que non, non, en fait, tu dois bien être payé, quoi, c'est pas, Ouais, ça t'a créé des sacrées croyances finalement que tu n'avais pas forcément Mmh mh. auparavant et du coup ça t'a empêché derrière de développer ton activité parce que tu pensais que tu méritais pas qu'on te paye autant pour ton travail ou moins ouais non plutôt l'estime enfin la valeur de ton travail qui n'était pas Ouais, je pense que j'avais un problème de bien estimer la valeur de mon travail, de me dire: «Mais en fait, c'est ce que tu fais, c'est bien et c'est nécessaire» et aussi, d'accepter un peu tout n'importe quoi, quel que soit le tarif, quoi, parce que, il faut et de se dire que ça peut s'arrêter, voilà, très vite, quoi, et d'ailleurs maintenant je fais signer des contrats de 3 mois avec mes clientes en gestion Pinterest, enfin des devis de 3 mois avec mes clientes en gestion Pinterest parce que je veux savoir je veux avoir une date quand ça s'arrête, quoi. Et non, voilà.
Tu fais bien de le préciser parce qu'on n'en a pas parlé, parce que tu nous as juste dit que tu avais j'imagine un pacte d'associés du coup pour cadrer la relation avec ton couple d'amis, mais dans le cadre de ta mission de freelancing pour eux, est-ce qu'il y avait un contrat, est-ce qu'il y avait un devis, est-ce qu'il y avait quelque chose qui cadrait les prestations que tu étais censé leur délivrer versus le paiement, ou justement parce que vous étiez amis, vous étiez partis en mode bon ben un accord oral entre vous ça suffira, et du coup derrière tu te retrouves empêtré d'un point de vue juridique pour justifier le travail que tu as fait ou la durée de l'engagement, ce genre de choses, quoi. Au début, c'était en mode YOLO, on peut te donner tant par mois, ok, voilà. Après, on a fait des devis. Pour voilà, quand on a renégocié mon tarif et qu'on a mis d'autres tâches aussi, et que du coup on a mis des tarifs différents selon les différentes tâches. Là, on a fait des devis. Honnêtement, je me rappelle pas si on a fait des devis pour. Enfin, en fait, naturellement, j'ai envie de dire, on a fait des devis, mais on les a même pas signés. En y réfléchissant, je sais pas. Est-ce qu'ils ont été signés ou pas? Est-ce que c'était juste histoire de noter les trucs sur le papier? Je sais pas trop. De toute façon, mes devis, je pense, vu que j'avais 0 expérience dans tout ça, n'avaient pas une super valeur. Genre, il y avait pas d'engagement. On pouvait arrêter le truc tout de suite, dire ok, t'arrêtes aujourd'hui de travailler, quoi. Ouais, donc finalement, c'était dans les clous, quoi. Enfin, C'était pas tout ouf. dans les clous. Ouais. C'est pas ouf, mais... C'était des. En fait, c'est une expérience qui n'est pas positive sur plein de trucs, et c'est pas cool et tout, mais tout est légal. Il y a pas de. On m'a pas fait de trucs illégaux, on m'a pas arnaqué. Il y a pas d'arnaque dans ce sens-là du tout, quoi. Il y a pas d'arnaque, il y a juste voilà des trucs qui n'allaient pas, mais tout était légal. Oui, c'est ça. En soi, c'est légal. Ça a été bon, signé ou pas, on sait pas. Mais en tout cas, c'était écrit noir sur blanc que c'est OK qu'on puisse te dire bah, ça s'arrête. Et comme toi, t'as signé ou en tout cas, t'as accepté. Oui, malheureusement, c'est dans les clous. Mais c'est justement aussi peut-être parce que bah, c'est des amis, encore une fois, et que bah, j'ai confiance. C'est des amis, on va pas se la mettre à l'envers. Moi, je vais pas leur mettre à l'envers. Eux, ils vont pas me la mettre à l'envers. Et du coup, bah, on se donne corps et âme et on trouve ça OK. Et puis on se dit, ça n'arrivera jamais. Enfin, qui claque ça du jour au lendemain, je pense que tu t'es dit, de toute façon, ça n'arrivera pas. On en discutera. C'est ça, moi je pense que quand on a négocié des tarifs et tout, enfin négocié vite fait quoi, quand on a parlé de tarifs, j'ai dit ça, on m'a dit oui ou non. Ça m'est même pas passé par la tête en fait de dire ok, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on s'engage pour 3 mois, pour 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, on fait le point, on revoit si on repart. Pas du tout, en fait. Non, c'était bon, ok, combien on te paye pour Pinterest? Ok, on me paye tant. Bon, bah, on commence maintenant et on teste et on voit ce que ça donne. Et après, bah, du coup, on peut aussi dire, bah, on arrête, quoi. Mais ça m'était pas passé par la tête parce qu'on était amis, aussi parce que j'avais pas d'expérience dans l'entrepreneuriat et que j'étais pas du tout consciente de ce genre de choses, quoi. Oui, t'avais pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir sur un contrat, enfin sur un accord avec quelqu'un, de pas avoir d'engagement justement et de pouvoir arrêter du jour au lendemain, qu'il n'y ait pas de recours en fait derrière, de se dire bah ouais, pas cool là de me laisser comme ça sans rien, enfin du jour au lendemain, quoi. Ouais. Ok, ça marche. Et est-ce que vis-à-vis de ton entourage à cette époque-là, est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de te mettre en alerte justement sur la situation? Parce que vu que ça s'est passé quand même sur 7 années, il y a eu plein de petits éléments mis bout à bout. Alors peut-être qu'au début, toi, tu n'y as pas forcément fait attention, mais au bout d'un certain moment, il y a peut-être un déclic justement, ou un truc qui allume le petit voyant de la vigilance et qui te dit attention, là, ça pue un peu. Est-ce qu'il y a des gens qui t'en ont parlé? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont conseillé, qui t'ont soutenu peut-être? Ou pas forcément? Oui, on m'a soutenue. J'ai des amis qui m'ont soutenue. On avait des amis en commun et il y en a, bon, pour d'autres raisons, ils se sont aussi brouillés avec d'autres amis qu'on avait en commun, et en partie aussi avec, du coup, moi, ce qui se passait, parce que j'ai des amis à qui forcément je racontais les choses et qui étaient du coup qui me soutenaient et qui voyaient tout à fait que c'était absolument pas bien. Après, c'était
j'ai pas souvenir qu'on m'ait dit: «Il faut absolument que tu te casses, tout de suite», mais parce que pour moi, ça me paraissait aussi compliqué, quoi, parce que, bah, c'était un revenu. Si je partais tout de suite, je perdais aussi le revenu, donc du coup, voilà, je crois pas qu'on m'ait dit: «Il faut que tu partes tout de suite», mais on m'a quand même bien soutenue et ça, c'était important aussi d'avoir quand même des gens qui comprennent qui me disaient que c'était pas OK quand quelque chose m'affectait, qui me disaient, «Bah non, en effet, c'est clair, c'est pas OK, ils abusent, quoi. C'est pas normal, quoi». Après, je sais pas à quel point j'en ai parlé avec, mes proches, ma famille. Enfin, avec mes amis, j'en ai parlé, mais avec ma famille, je suis pas sûre d'avoir vraiment, raconté, tous les détails, donc je suis pas sûre qu'ils se rendaient compte. Et puis en fait, ça a été parce que du coup, comme ça a duré 7 ans, ça a pas été 7 ans de coups bas, tous les mois, en fait. C'est vraiment des trucs très, très isolés et du coup, pour faire le lien, aussi bien pour moi que pour mon entourage, je pense qu'il a fallu aussi du temps de faire le lien entre tous les trucs. Ça arrive une fois, tu te dis: «Bon, OK, on sait pas, manager, machin, et c'est après, petit à petit, quand les briques se superposent, que tu vois l'ensemble plus du truc et tu dis: «Il y a un vrai problème, quoi». Ouais, parce que tu dis, que tu sais pas s'il y a quelqu'un qui t'a vraiment alerté et cetera, mais tu dis quand même que ça t'est passé par la tête. Enfin, est-ce que le déclic, ça a été le moment où ils t'ont tout enlevé et t'ont dit: «Bon, bah, c'est bon, on peut plus te payer ou on n'a plus envie, on remplace» et là, tu t'es dit: «Ouais, c'est abusé» ou est-ce que quand même toi, il y a eu des moments où tu t'es dit: «En vrai, c'est vraiment pas cool, il faudrait que je m'arrête, mais comme j'ai peur, comme tu l'as dit, financièrement, de perdre ce contrat, je fais un petit peu ce qu'on aime bien faire, genre: "Ah, un papillon là-bas, regarde comme ça va finalement"». C'est ça, tout à fait. Exactement. Et ouais, ouais, c'est pertinent ce que tu dis parce que c'est pas en effet, 7 ans de souffrance et d'un coup ça s'arrête et pendant tout ce temps-là, j'étais à me dire: «Non mais ça va trop s'améliorer, on crée l'entreprise de nos rêves». Ah clairement, à l'année 5 ou 6, je n'étais plus dans le mode on crée l'entreprise de nos rêves. Je crois que quand j'ai dit, il y a eu un moment, je pense que c'est quand on m'a dit qu'on pouvait pas me salarier alors qu'on venait de salarier quelqu'un d'autre. Là, ça a commencé à faire un déclic, à me dire: «Bon OK, moi j'aime quand même bien ce projet, j'y crois toujours, j'ai toujours envie de travailler pour ce projet. Par contre, je vais commencer peut-être à arrêter de croire que ça va devenir, mon projet professionnel, de ma vie, quoi. Il va peut-être falloir qu'il y ait d'autres trucs». Donc là, déjà, j'ai commencé à ne plus aller travailler dans les bureaux tout le temps parce que du coup, bah, si j'étais dans les bureaux, je travaillais que pour l'entreprise, je travaillais pas pour moi d'autres choses. Donc là, j'ai commencé comme ça s'est fait, petit à petit, quoi. J'ai aussi du coup, j'ai lancé mon propre blog à un moment donné et ça m'a donné un projet qui m'appartenait vraiment et ça m'a fait vraiment du bien et ça m'a aidé aussi à prendre du recul. Et je pense, en fait, quand moi, j'ai commencé à changer cet état d'esprit de me dire: «Bon, OK, tu continues à travailler pour cette boîte, mais ça va pas forcément devenir ce que tu pensais que ça deviendrait au début». Et là, mes amis qui étaient au courant de la situation me soutenaient aussi, je pense quand même pas mal, là-dedans, à me dire, «Ouais, ouais, c'est clair, enfin, tu vas t'en détacher et tu vas faire d'autres trucs, quoi». Et ça s'est fait Oui. petit à petit, du coup. Et bon, ça a quand même été un choc, quand j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ça, pareil, tu vois, quand, ça s'est arrêté, ça a aussi été un choc parce qu'en fait, c'était je commençais depuis quelques mois à gérer le compte Pinterest et ça, pareil, quand j'ai découvert Pinterest, ça m'a vraiment trop, trop plu. C'est pas pour rien que c'est resté mon expertise et du coup, j'étais trop contente aussi de faire ça et d'avoir arrêté. Bah, c'était un coup dur, mais du coup, j'avais quand même ces trucs-là qui n'étaient pas forcément liés et qui me tenaient un peu et qui m'ont permis de pas non plus me dire: «Là, j'ai vraiment plus rien du tout dans ma vie», quoi. J'avais déjà commencé à construire d'autres choses, quoi.
Oui, t'as pas attendu d'être au pied du mur pour Ouais. te dire, vas-y, maintenant c'est le moment de rebondir. Tu l'as Mhm. senti arriver plus tôt, t'as commencé à mettre des choses en place, etc. Et du coup, ça t'a permis de faire la passerelle au moment où Ouais. Mhm. l'association a pris fin. Et je voulais te demander aussi, du coup, parce qu'on a quand même parlé des conséquences qu'il y a eu sur toi personnellement avec tes émotions, mais au niveau de tes relations au sens large, pas forcément qu'avec ces deux personnes-là, mais tes relations dans la vie de tous les jours aujourd'hui, est-ce que ça a été impacté d'une manière ou d'une autre à cause de cette expérience-là? Est-ce que tu as peut-être plus de mal à faire confiance à tes amis ou à t'engager sur certaines choses, etc. Ou tu arrives encore à faire la part des choses avec eux, c'était un cas isolé, c'était une expérience, voilà, pas forcément la plus positive, mais c'est comme ça. Ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus peur peut-être de faire confiance à droite ou à gauche? Alors, je fais toujours 100% confiance à mes amis. Si vous écoutez de ce podcast et que vous êtes en fait quelqu'un de pas très sympa, merci de m'épargner. Je pense par contre que ça a affecté ma relation avec les autres, les personnes, genre avec les autres entrepreneuses et tout. Et je pense que c'est aussi lié avec le manque de confiance en soi qu'il y avait. Ça, que j'étais un peu... C'est pas tellement que je fais pas confiance, mais j'étais peut-être un peu trop renfermée sur moi-même, quoi. Du mal un peu à m'ouvrir. Et bon, petit à petit, j'ai quand même créé des liens et ça a été. Et puis après, quand j'ai rejoint TPF, ça a fini de me soigner, en fait. Je pense de me retrouver dans un espace safe avec plein de copines. Ça a fini de m'aider à sortir de ma coquille, quoi. Oui, ça t'a peut-être rendu un petit peu méfiante, entre guillemets, enfin un peu plus vigilante dans les relations que tu crées, ou plutôt un renfermement sur toi, genre je vais pas trop y aller, on sait pas ce qui m'attend, mais au final ça va, en te Ouais, remettant un petit peu dans le délire de l'entrepreneuriat, du réseautage, des rencontres, et dans un groupe bienveillant surtout, parce c'est ça. qu'évidemment, je pense Et que c'est pas puis, toujours évident. Mm. mmh et ouais, alors je pense que ça a sûrement un peu affecté quand même, voilà, mes relations aux autres. Pas autant que ça aurait pu, parce que le fait qu'eux aient eu des conflits aussi avec nos autres, amis en commun, je pense que ça m'a montré que le problème, c'était peut-être eux et leur personnalité qui étaient peut-être pas aussi alignés avec mes valeurs, et ça a aidé à individualiser peut-être le problème plutôt que d'en faire une généralité de, les gens sont tous horribles et tout le monde va essayer de t'arnaquer, quoi. Trop bien. Ouais, c'est une prise de recul, genre c'est une situation isolée, c'est un contexte, c'est des personnes en particulier. C'est pas pour ça que ça sera comme ça avec tout le monde. Mmh mh. Même dans la même situation avec des personnes différentes, ça aurait pu être complètement différent ou Ouais. inversement, mais Mmh mh. OK. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil, un ou 2 conseils à nous donner? Alors, soit mindset, soit, organisationnel, enfin voilà, peut-être en termes d'anticipation ou de devis, par exemple, enfin mais voilà, 1 ou 2 petits conseils que tu aurais à donner, ou voilà, les grosses leçons que tu en ressors et qui pourraient intéresser nos auditeurs, auditrices, pour Et éviter bah, les alors, mêmes erreurs. ouais, donc déjà, si vous travaillez ou si vous vous associez avec des amis, ça peut, je pense, être génial, mais faut cadrer les trucs, quoi. Faut vraiment, vraiment, vraiment cadrer les trucs parce que et faire, et être vigilant aussi vis-à-vis de soi-même et des autres, de est-ce que là, on n'en fait pas trop parce qu'on est amis, en fait? Qu'est-ce que je peux demander de mes amis, en fait? Où sont les limites que moi je mets dans tout ça? Et puis, bah, bien cadrer les trucs pour que ce soit clair et beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Je pense que c'est hyper important et oui, bah, faites des devis et des bons devis avec des conditions, mais bon, le problème, et ça je l'ai vécu même bien après, et je sais que j'aurai sûrement encore des leçons de ce côté-là, hein, mais c'est qu'il y a un peu des leçons qu'on apprend en faisant les erreurs, quoi, du type, l'engagement sur les devis, ce genre de choses, voilà, c'est quand on le fait pas qu'on a une emmerde, qu'on se rend compte qu'il fallait le faire. Et une leçon que je tire et que j'arrive pas encore toujours à appliquer, mais que j'essaye de me garder, c'est que, heu,
il faut quitter la situation inconfortable, même si l'alternative nous paraît atroce, du genre, là, dans ma situation, c'était de me dire, ok, mais si je pars, je perds ce revenu et j'en ai besoin. Au final, j'ai perdu ce revenu du jour au lendemain. Donc, j'aurais pu perdre ce revenu bien plus tôt et m'épargner quelques années et partir bien plus tôt, en fait. J'aurais pu faire ça. Maintenant, j'ai attendu que ça m'arrive, quoi. Je suis restée passive alors que j'aurais pu faire le choix d'arrêter les choses beaucoup plus vite, quoi. Et la situation aurait été la même. Je me serais retrouvée sans le revenu, mais au moins, je l'aurais décidé et je me serais épargné quelques années, quoi. Donc, des fois, la situation inconfortable, on y reste parce qu'on pense qu'on n'a pas le choix, mais en fait, si, on a peut-être le choix et vaut mieux sauter dans le vide que rester dans ce truc qui va pas, quoi. Ouais, en fait, dans tous les cas, ça reste inconfortable. Sauf qu'il y a une Ouais. situation où tu choisis, bon, je vais sauter dans l'inconfort, mais pour aller chercher quelque chose de mieux, parce que le but, c'est que tu n'allais pas rester, dans tous les cas, même si tu avais quitté la situation, tu n'aurais pas fait, bon, je reste sans revenu, c'est pas grave, Ouais. je fais rien, j'attends que Je vais les choses regarder arrivent. Netflix et j'attends que ça se passe. J'attends de gagner au loto, même si je ne joue pas. Ça. Ok. Ou alors rester dans l'inconfort en plus d'une situation qui ne te plaît pas, qui ne te convient pas, qui te fait souffrir et qui fait qu'en plus tu te sens de moins en moins importante en plus là dans cette mission. Donc pour l'estime de soi, c'était pas terrible. Et en plus de te retrouver double inconfort, donc double peine de dire et en plus j'arrive là où j'avais pas envie d'arriver, sauf que ça me tombe sur la gueule du jour au lendemain et que là l'anticipation elle est pas là et qu'en fait faut que je trouve un peu dans l'urgence ou en tout cas c'est encore moins confortable. C'est ça. C'est pire. Que c'est pire quoi. Là c'est un peu l'urgence, c'est la panique à bord, c'était inattendu alors que bon, quand c'est toi qui prends la décision, oui c'est relou, oui c'est inconfortable, c'est désagréable, tu sais pas où tu vas, mais au moins tu sais que tu prends un minimum soin de ta santé mentale et que tu prends la responsabilité en fait de ce qui t'arrive. C'est ça, parce que le pire dans ce genre de situation, c'est que tu gangrènes à l'intérieur. C'est-à-dire que tu sais que t'es pas à l'aise dans cette relation, peu importe avec le client ou les personnes dont il s'agit, mais t'es pas confortable dans la situation. Toi, ça te frustre quelque part. T'oses peut-être pas communiquer, t'oses peut-être pas le dire. Donc, du coup, tu le gardes pour toi. Et puis, en fait, plus le temps passe, plus les choses s'accumulent, ça gonfle, et en fait le jour où ça pète, du coup t'es en PLS de tous les côtés parce que émotionnellement t'as pas évacué, professionnellement tu te retrouves dans la merde et ta relation avec tes amis elle n'existe plus, du coup tu te prends vraiment le truc qui pète un peu dans tous les sens, alors que oui, t'aurais pu éviter, entre guillemets, d'en arriver jusque-là. Bon, après, c'est toujours facile à dire une fois que c'est fait, hein, bien sûr. Bien sûr. Mais non. Et ça me fait penser, ce matin, justement, je discutais avec une cliente, donc Faustine, si tu m'entends, je te fais ce petit coucou. Et en fait, on parlait d'un prospect, etc. Et elle me disait, sur l'appel, j'ai senti un truc, qui me déplaisait un peu, une vibe qui collait pas avec moi et tout. Et je lui dis, je t'arrête de suite. Si tu sens que, même avant d'avoir commencé à collaborer avec la personne, si tu sens qu'il y a un truc qui va te gêner, n'y va pas. Et après, il y a une question aussi financière, comment on fait, etc. Machin et tout. Je dis oui, mais ça sert à quoi? Tu vas lui envoyer une propale, à tous les coups, il va te dire oui. Tu vas te retrouver pieds et poings liés. C'est ça qu'on dit? Non, mains et poings liés. Ouais, bon, j'ai pas l'expression, mais... Voilà, bref, tu vas te retrouver marié avec ce client-là, et au final, ça va mal se passer parce que y a pas le feeling, y a pas le truc, et du coup, ça va être une presta de merde, que ce soit pour lui, que ce soit pour elle, etc. Et je dis, mais n'y va pas. Il vaut mieux dire non dès le départ. Ok, c'est pas cool, c'est pas confortable, et redoubler d'efforts pour aller chercher mieux derrière, que dire oui par peur de manquer, etc. Et au final, te retrouver dans une situation pas des plus agréables non plus, quoi. L'appel découverte, pour ça, moi, au début, j'étais un peu, oh là là, faire des visios avec des gens que je connais pas. Et au final, faire des appels découvertes, je trouve que c'est tellement important pour clarifier plein de trucs sur la mission possible, mais aussi pour voir est-ce qu'on a un bon feeling qui passe, quoi. Et est-ce que, est-ce que cette personne, j'ai envie de travailler avec elle pour la personne qu'elle est, quoi, pas juste parce que elle a un budget de temps et j'ai besoin de ce budget.
C'est ça, super important. En fait, faire les choses avec le plaisir, en fait, et pas par la peur, parce que quand c'est fait par la peur, généralement, c'est là qu'on peut arriver à faire des conneries ou à collaborer avec des gens où finalement c'est Mmh. plus contre-productif qu'autre chose. Et après, pour s'en relever, alors t'as pas forcément des trucs dramatiques ou quoi, hein, mais ça a plus d'impact que si t'avais dit non dès le départ et que t'avais mis ton énergie dans un truc beaucoup plus impactant et positif pour toi, quoi. Ouais, Ok, c'est vrai. trop bien. Bah, merci beaucoup, Chloé, pour ce témoignage riche en couleurs, haut en couleurs. Et, je pense que ça va aider, ou en tout cas interpeller, parce que c'est vrai que collaborer avec ses amis, ça peut paraître être une très bonne idée, et Mmh. ça peut être une très bonne idée, mais comme tu dis, il y a des choses auxquelles faire attention, et peut-être encore plus quand c'est des amis ou des gens de notre entourage proche, parce que sinon on peut vite avoir tendance à être un peu plus léger, et si ça nous retombe dessus derrière, c'est pas très agréable pour la suite. Ouais. Merci Et, beaucoup. et je pense qu'il faut pas. On pourrait se dire, ah ouais, mais je vais pas me dire que mes amis vont m'arnaquer, donc je vais être super prudent. C'est pas une question d'être méfiant, en fait, c'est une question de poser des bases saines qu'on devrait faire pour n'importe quelle association ou collaboration, hein, mais c'est poser des bases saines pour que ça se passe bien et pour préserver l'amitié aussi, quoi. Hein. C'est pas une question de se méfier, quoi. C'est juste que les choses soient claires pour que ça se passe bien. Mais à partir du moment où il y a l'affect qui rentre dans l'équation, ça devient de suite compliqué. Donc effectivement, il vaut mieux clarifier les choses dès le départ, comme ça on sait où sont les limites de chacun, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc. pour assurer la bonne entente dans la relation, que ce soit pro ou perso. Et il y a aussi une autre chose qui est hyper importante et qui prend tout son sens dans ton exemple, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu as confiance en tes amis, etc., que tu dois fermer les yeux sur tout ce qui se passe et accepter, dire oui ou quoi que ce soit. Tu as le droit de poser ton veto, d'autant plus que toi, tu étais associé dans le cas de ton expérience. En tant qu'associé, tu as le droit de poser ton veto sur certaines choses, tu as le droit de dire aussi des choses qui ne te conviennent pas, et c'est pas parce qu'on est amis que il faut faire abstraction de ça. Donc, Et de se dire aussi que les limites qu'on a au début, elles peuvent changer, quoi. Parce que clairement, moi, les limites que j'avais au tout début, c'était OK, tu vois, au début. Mais c'était pas OK 3 ans plus tard, 4 ans après. Ça change, tes limites, elles évoluent, normal, parce que ta situation évolue, la situation globale évolue, donc tout doit évoluer en même temps, quoi. C'est ça. Et comme je dis, poser des limites, c'est très loin de rejeter les autres. C'est pas du tout dire, bah, comme tu dis, être méfiante. C'est au contraire avoir suffisamment de considération pour les personnes, pour ta relation, pour dire, je te respecte tellement qu'il faut que ce soit clair entre nous pour que, voilà, s'il y a un problème, je t'en parle, on cherche une solution plutôt que, voilà, je dis rien et puis ça explose Ouais, 3 semaines, 1 mois, 5 ans plus tard. tout à fait, ouais. Ouais, Donc, moi, j'ai clairement pas assez parlé non plus, quoi. ouais, bah, comme tu disais, il manquait de communication, d'empathie, enfin, des 2 côtés finalement, et du coup, bah, moins tu communiques, plus tu as de rancœur, de frustration, et au bout d'un moment, il y a plus de retour arrière parce que plus personne sait comment communiquer, quel est le problème, puisque ça fait 5 ans que c'est comme ça, pourquoi C'est t'en parles ça. maintenant? Ouais, c'est ça. Donc communiquez les gens, communiquez! Communiquer, communiquer. Posez vos limites et communiquez! Trop bien. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va terminer sur Ouais, ces beaux mots de la fin. On va aussi poser nos limites sur cet épisode c'est de ça. podcast. Heu, toujours pareil, si ça vous plaît, laissez-nous vos avis, vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir. Et Chloé, où est-ce qu'on te retrouve, du coup? Alors, sur mon site demoeduté.fr avec ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Si vous vous intéressez à Pinterest et au blog, vous verrez qu'il y a plein de ressources très intéressantes qui vous aideront. J'ai un compte Instagram Demoeduté, mais j'y suis de moins en moins. J'ai plutôt l'objectif de quitter Instagram, mais le compte existe quand même et il y a toutes les infos dont vous avez besoin. Et je suis aussi sur LinkedIn, c'est juste Chloé Chenet. Voilà. Parfait. Ben, on met tout en description, comme ça, vous vous embêterez pas à chercher. Et voilà, à la semaine prochaine. Et encore merci beaucoup, Chloé, pour ton Merci à témoignage. vous.
Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?